Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Le premier Conseil des ministres depuis l'obtention de la confiance du Parlement s'est tenu au palais présidentiel de Baabda sous la présidence de Joseph Aoun. Durant cette première réunion du gouvernement Nawaf Salam depuis l'obtention de la confiance du Parlement, plusieurs décisions majeures ont été prises. Le budget 2025 a été approuvé par décret et le ministre des Finances a été chargé de préparer un projet de loi pour revoir certaines taxes et redevances afin d'atténuer l'impact social et économique sur les citoyens. En outre, les travaux sur le budget 2026 ont commencé. Le Premier ministre Salam a aussi insisté sur le fait que le processus de réforme est lancé conformément à la déclaration ministérielle. Un calendrier a été fixé avec des mesures correctives pour assurer le suivi des projets ministériels. Autre annonce, les prochaines séances du Conseil des ministres se tiendront désormais dans un lieu distinct, une décision qui marque une volonté d'autonomie dans la gestion des affaires de l'État. Et pour sa part, le ministre de l'Information Paul Bolkos a souligné que le président Joseph Aoun a fait le point sur sa visite en Arabie Saoudite. Bolkos a relevé le fait que Riyad a affirmé être prêt à soutenir le Liban, mais sous une condition, la mise en place des réformes concrètes. Le Conseil des ministres a pris deux autres décisions, l'exonération de certaines taxes et redevances pour les victimes des attaques israéliennes et la nomination de 63 officiers spécialisés au sein des forces de sécurité intérieure. Le président américain Donald Trump a lancé un avertissement sévère au Hamas, exigeant la libération immédiate des otages sous peine de représailles massives. Pendant ce temps, les tensions restent vives à Gaza, où l'acheminement de l'aide humanitaire est bloqué. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a déclaré « Si vous gardez des otages, vous êtes morts. Prenez une bonne décision ». Il a également affirmé envoyer à Israël tout ce dont il a besoin pour finir le travail, alors que la trêve dans la bande de Gaza est plus que jamais menacée. Son chef de diplomatie, Marco Rubio, a confirmé que ces menaces de Trump étaient sérieuses, appelant le Hamas à les prendre au sérieux. Parallèlement, les États-Unis et le Hamas ont confirmé avoir eu des contacts directs, premier dans l'histoire, alors que Washington négocie la libération des otages toujours détenus à Gaza. Sur le terrain, la guerre se poursuit. Le nouveau chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, a déclaré que la mission contre le Hamas n'est pas terminée, tandis que le premier ministre Benjamin Netanyahu s'est engagé à obtenir une victoire totale. À l'ONU, la France et plusieurs pays ont dénoncé le blocus israélien sur l'aide humanitaire, le qualifiant de non négociable. Le Hamas a quant à lui vivement réagi aux menaces du président américain qui a averti que le peuple de Gaza risquait la mort si les otages israéliens n'étaient pas libérés immédiatement. Le Hamas a dénoncé les propos de Donald Trump, affirmant qu'il mettait en péril la trêve conclue le 19 janvier et encourageait Israël à ne pas respecter ses engagements. Parallèlement, les États-Unis ont confirmé avoir eu des contacts directs avec le Hamas, une rupture avec leur politique de longue date qui excluait tout dialogue avec des groupes qu'ils considéraient comme terroristes. Selon un responsable du Hamas, des négociations directes ont eu lieu ces derniers jours à Doha. La Maison-Blanche a confirmé que son émissaire pour les otages, Adham Bohler, était impliqué dans ces décisions. Sur le terrain, la situation reste incertaine. Israël continue de réclamer la démilitarisation totale de Gaza et le départ du Hamas, tandis que Hamas refuse de quitter le territoire. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles pour un sommet exceptionnel axé sur le renforcement de la défense européenne, alors que les États-Unis gèlent leur aide militaire à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, présent au sommet, a appelé à maintenir la pression sur la Russie pour mettre fin à la guerre. L'incertitude plane alors que Washington a suspendu lundi son soutien militaire et son partage de renseignements avec Kiev, un coup dur pour l'armée ukrainienne. Face à cette situation, l'Union européenne envisage d'importants investissements pour renforcer sa propre défense. La Commission européenne a dévoilé un plan visant à mobiliser 800 milliards d'euros, tandis que l'Allemagne, autrefois attachée à une stricte discipline budgétaire, envisage des dépenses militaires massives.
Le président français Emmanuel Macron a quant à lui appelé à ouvrir le débat stratégique sur la protection de l'Europe, évoquant le rôle de parapluie nucléaire français. Sur le terrain, les combats se poursuivent. 4 personnes ont été tuées dans des frappes russes, dont 3 dans un missile visant un hôtel à Kiev-Rig et une autre lors d'une attaque de drone à Soumy. La division au sein de l'Union européenne reste une menace pour l'unité du soutien à l'Ukraine. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, proche de Donald Trump, s'oppose à l'adoption d'une déclaration écrite commune sur le sujet, risquant de faire éclater les divergences au grand jour. Alors que les discussions se poursuivent à Bruxelles, le sort de l'Ukraine dépend de plus en plus des choix européens. Une solidarité renforcée pourrait compenser le désengagement américain, mais des fractures persistent au sein de l'Union. L'Égypte s'apprête à inaugurer l'un des plus grands projets culturels de son histoire. Après plus de 2 décennies d'attente, le grand musée égyptien, situé au pied des pyramides de Gizeh, ouvrira officiellement ses portes le 3 juillet, promettant une immersion unique dans 7000 ans d'histoire. Ce musée monumental accueillera 100 000 objets historiques dont le célèbre trésor de Toutankhamon. Conçu pour être le plus grand musée archéologique du monde dédié à une civilisation, selon le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, ce musée occupe 50 hectares, soit 2 fois la taille du Louvre. L'événement d'inauguration s'annonce spectaculaire, des festivités se tiendront dans tout le pays, et les invités de marque, dont le président américain Donald Trump et le roi Felipe VI d'Espagne, ont été conviés. À l'intérieur du musée, les visiteurs pourront admirer des statues colossales de pharaons, des sarcophages et des objets du quotidien de l'Égypte antique. Parmi les trésors les plus attendus, le masque en or de Toutankhamon et une barque solaire de 44 mètres datant de 2500 ans avant Jésus-Christ. Grâce aux nouvelles technologies, le musée offrira des expositions interactives et une expérience immersive, permettant même d'observer en direct le travail des restaurateurs sur un second bateau solaire. Au-delà de sa dimension culturelle, le grand musée égyptien représente un enjeu économique majeur pour l'Égypte. Le gouvernement espère attirer 5 millions de visiteurs par an et dynamiser le secteur touristique avec le soutien du nouvel aéroport international Sphinx situé à proximité. À l'occasion du mois de la francophonie, l'ambassade de France au Liban et l'Institut français ont lancé un programme de soutien à la francophonie judiciaire visant à renforcer les compétences linguistiques des avocats libanais. Le projet, inauguré à la maison de l'avocat à Beyrouth, bénéficie aux barreaux de Beyrouth et de Tripoli. Il propose des cours de français général et spécialisés en juridique pour plus de 200 avocats à travers le pays. Dispensée par l'Institut français du Liban, cette formation se déroulera d'avril à juin 2025 dans plusieurs villes, dont Beyrouth, Saïda, Zahle et Tripoli. L'objectif, permettre aux avocats de mieux maîtriser la langue française dans un cadre juridique et d'accéder plus facilement au droit et à la jurisprudence française. Ce projet s'inscrit dans un effort plus large de promotion de la francophonie judiciaire afin de renforcer l'employabilité des avocats libanais dans les pays francophones. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les programmes de Télé Libre.